C'est l'heure de vous informer sur Canal 3 Bénin. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, ce dimanche, un zoom sur l'histoire politique du Bénin est Dahomey. De 1960 à ce jour, le pays a connu plusieurs présidents. Le Bénin a enregistré donc plusieurs présidents de la République. C'est l'un des pays africains ayant connu le plus de dirigeants. Nous vous proposons dans cette édition l'historique des différents chefs d'État du Bénin. Au Bénin, la période d'essai établie pour la mise en œuvre du Code foncier arrive à terme le 14 août prochain. À quelques jours de l'application de cette réforme, l'Association nationale des communes du Bénin se penche sur la question. C'était à la faveur de la première session ordinaire de sa commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et le climat. Fin des 7 jours de prière et d'adoration à l'église évangélique La Divine Solution, organisée par les responsables. L'événement a été un véritable moment de réconciliation des fidèles avec Dieu le Tout-Puissant. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à tous. La CEDEAO accorde une période de 7 jours, c'est d'ailleurs l'actualité de la sous-région, pour rétablir l'ordre constitutionnel et mettre fin à la prise d'otages, en tout cas c'est le mot utilisé, du président Mohamed Bazoum du Niger. En plus de cette date butoir, des sanctions sont également prises à l'encontre des preneurs d'otages. C'est l'essentiel à retenir du point de presse express fait par le ministre des Affaires étrangères du Bénin. On va l'écouter. Les chefs d'État de la CEDEAO et ensuite de l'UEMOA ont pris la mesure de la situation qui prévaut actuellement au Niger, où je tiens à vous rappeler simplement qu'un président démocratiquement élu en exercice de ses fonctions s'est simplement fait kidnapper par les forces qui étaient en charge d'assurer sa sécurité. Et donc, les chefs d'État ont, dans un premier temps, réaffirmé le fait que le seul et unique président en exercice au niveau du Niger, reconnu par la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine et toute la communauté internationale, était bien entendu le président Mohamed Bazoum. Et la communauté condamne très fermement l'acte de kidnapping et de prise d'otage dont fait l'objet le président Bazoum aujourd'hui et sa famille. Face à cette situation, les chefs d'État ont demandé la libération immédiate, sans aucune condition, du président Bazoum et de sa famille, et ont lancé un appel clair aux militaires qui sont aujourd'hui qui ont pris en otage le processus démocratique au Niger et qui ont pris en otage le président démocratiquement élu du Niger, leur ont lancé un appel les rendant entièrement responsables de la santé et de l'intégrité physique du président Bazoum et de sa famille. Et pour cette raison, les chefs de l'État de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé d'appliquer immédiatement un certain nombre de sanctions, et des sanctions fermes vis-à-vis du Niger, vis-à-vis de ceux qui sont aujourd'hui en train de prendre en otage tout un pays. Ces sanctions sont à la fois des sanctions économiques très fermes, des sanctions également liées en fait au commerce. Donc il y aura une fermeture complète des frontières terrestres et aériennes avec le Niger, avec tous les pays en fait de la communauté qui partagent une frontière avec le Niger dès ce soir. Donc plus aucun transport, plus aucune marchandise en fait n'ira à destination du Niger. Il y aura une coupure également de l'accès à un certain nombre de services qui sont fournis depuis l'étranger. Et la volonté en faisant cela, c'est d'envoyer un message très fort à ceux qui aujourd'hui retiennent en otage le président démocratiquement élu du Niger, pour leur demander de prendre toutes les mesures pour pouvoir rétablir le processus démocratique et l'ordre constitutionnel au Niger. Ensuite, les chefs d'État ont donné un ultimatum d'une semaine. Une semaine aux forces qui aujourd'hui utilisent les armes pour pouvoir confisquer le pouvoir et prendre en otage un président démocratiquement élu,
une semaine au cours desquelles nous leur laissons, les chefs d'État leur laissent la possibilité de pouvoir rétablir l'ordre constitutionnel, réinstaller le président Bazoum et le laisser exercer toute l'autorité de son pouvoir. Au-delà de cette semaine, toutes les mesures nécessaires, y compris le recours à la force pour pouvoir rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, seront mises en œuvre. À cet effet, comme mentionné dans le communiqué, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO se réuniront dans les prochaines heures pour commencer à préparer toute intervention qui pourrait être nécessaire si le délai d'une semaine accordé n'est pas respecté. Et retour au Bénin, toujours avec la politique, mais cette fois-ci la politique béninoise, avec son histoire de l'accession à l'indépendance, à l'événement du nouveau départ. Le Bénin a enregistré plusieurs présidents de la République. C'est d'ailleurs l'un des pays ayant connu plusieurs dirigeants. Trois grandes périodes ont marqué donc l'histoire politique du Bénin. D'abord, la période de l'indépendance et de l'instabilité politique de ce pays avec les années 1960 à 1972. Ensuite, on parle aussi de la période de la révolution de 1972 à 1990. Enfin, l'ère du renouveau démocratique de 1990 à ce jour. Donc, l'histoire politique du Bénin à travers ces différents présidents de la République, c'est un document de la rédaction signée Ulrich Ekwegaba. Hubert Kotokumaga, cet instituteur de formation a été le tout premier président du Dahomey indépendant le 1er août 1960. Mais il sera déposé 3 ans plus tard, suite à un coup d'État militaire. Un coup de force qui place le colonel Christophe Soglo au pouvoir le 28 octobre 1963. Cet officier supérieur des forces armées dahoméennes assure donc la gestion du pays pendant 3 mois avant d'être remplacé par Soro Migan Apiti le 25 janvier 1964. Après plus d'1 an au pouvoir, cet expert comptable est contraint à la démission par l'armée. Il lui est reproché une crise survenue entre son vice-président Justin Tometia Romadegbe et lui. Il est donc remplacé par Kongaku Taïrou, élu président de l'Assemblée nationale suite aux élections de janvier 1964 et deuxième personnalité dans l'ordre de succession ou de préséance. Ce dernier prit le pouvoir le 29 novembre 1965. Mais son pouvoir sera de courte durée, puisqu'il sera lui aussi remplacé 1 mois plus tard par le chef d'état-major des forces armées dahoméennes, le général de brigade Christophe Soglo, qui revint ainsi au pouvoir le 22 décembre 1965. L'armée reprend donc les rênes du pays. Mais entre militaires et frères d'armes, la cohésion de groupe n'est pas la chose la mieux partagée. Le général de brigade Christophe Soglo se fait donc renverser le 17 décembre 1967 par des officiers de l'armée dirigés par le commandant Maurice Iropa Kwandete. Un coup de force qui place le lieutenant-colonel Alphonse Allé au pouvoir. Après moins d'1 an de gestion du pays, le docteur Basile Adjoumouni est élu président de la République suite à l'élection présidentielle organisée en mars 1968 par l'armée. Mais cet ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé OMS n'aura jamais le privilège d'exercer le pouvoir puisque son élection n'a pas été acceptée par l'armée. C'est ainsi que le médecin Émile Derlin-Zissou est rappelé le 17 juillet 1968 pour gouverner en tant que président de la République suite à la contestation du docteur Basile Adjoumouni. Un directoire fut alors mis en place par l'armée afin de collaborer à la gestion du pays. Ce directoire fut un organe collégial composé de 3 colonels, à savoir Paul-Émile de Souza, Benoît Kofi Sinzogan et Maurice Iropa Kwandete. Émile Derlin-Zissou quitte le pouvoir le 10 décembre 1969. Hubert Maga revient aux affaires à la faveur de l'instauration du Conseil présidentiel avec l'option d'une gouvernance par rotation entre les 3 leaders que sont Hubert Maga, Soro Migan Apiti et Justin Tometi Aromadegbe.
ce qui permit à Hubert Maga d'exercer son mandat de président du Conseil présidentiel en qualité de chef d'État et chef de gouvernement du 7 mai 1970 au 6 mai 1972. Il est suivi du médecin dentiste et ancien vice-président Justin Aromadegbe Tometi. Ce dernier prend fonction le 7 mai 1972 en qualité de président du Conseil présidentiel, chef de l'État, chef du gouvernement. Mais 5 mois plus tard, il se fait renverser par le coup d'État militaire ayant conduit au pouvoir le commandant Mathieu Kérékou. C'est ce coup d'État qui met définitivement fin à la période d'instabilité politique qui faisait du Dahomey l'objet de toutes les railleries et que d'aucuns qualifiaient d'enfant malade de l'Afrique. À partir du 26 octobre 1972, le Dahomey ouvre une nouvelle page de son histoire. L'armée dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le discours-programme de politique nouvelle d'indépendance nationale est publié le 30 novembre 1972. Un nouvel organisme est créé, le Conseil national de la Révolution. La formation idéologique et patriotique devient obligatoire. L'administration territoriale est réformée. L'adhésion du gouvernement au marxisme-léninisme est prononcée. La République du Dahomey s'aligne sur l'URSS. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin est conçu et créé comme un parti d'avant-garde. Mais au regard des troubles sociaux et politiques envenimés par la situation économique catastrophique et la chute des régimes communistes en Europe, le colonel Mathieu Kérékou prend les devants le 7 décembre 1989 en annonçant l'abandon du marxisme-léninisme, la liquidation du parti politique et la fermeture du comité central du parti. Le gouvernement accepte l'instauration d'une conférence nationale réunissant les représentants des différents mouvements politiques. La conférence s'ouvre le 19 février 1990. Ainsi s'ouvre l'ère du renouveau démocratique avec l'élection de l'inspecteur des finances Nicéphore Dieudonné Soglo en tant que président de la République du Bénin le 24 mars 1991. Il reste le seul président du renouveau démocratique qui a fait un seul mandat. Il est battu aux élections suivantes par le général Mathieu Kérékou revenu en force de façon démocratique avec 2 mandats consécutifs. Le général Mathieu Kérékou quitte le pouvoir le 5 avril 2006 et laisse place au régime du changement conduit par le docteur en économie Boni Yayi. Après son premier quinquennat, Boni Yayi est réélu pour un second mandat qui a pris fin en 2016. Ce fut le premier président à avoir fait un chaos dès le premier tour de l'élection présidentielle. Après le changement, s'installe le régime de la rupture et du nouveau départ. Un régime porté par l'opérateur économique Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle de 2016. Après son premier quinquennat, il rempile en 2021. Son second mandat prend fin en 2026. Qui pourra bien succéder à Patrice Talon en 2026? C'est la question qui fait courir actuellement tous les acteurs de la classe politique béninoise. Autre volet de l'actualité dans cette édition, la Marine nationale est l'une des composantes des forces armées béninoises. Elle a pour mission de défendre l'espace maritime du pays. Eh bien, autrefois, le pays était confronté dans les eaux à des actes de piraterie, de l'insécurité, des attaques de tout genre. À la veille de la célébration de 63 ans d'indépendance du pays, une équipe de Canal 3 Bénin a interviewé le chef d'état-major de la Marine nationale. Eh bien, c'est sur les avancées et les défis en matière de sécurité maritime au Bénin. Voici maintenant et ici les explications du capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatouji. La Marine nationale, c'est une armée. Aux côtés des autres composantes des forces armées béninoises. Vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale et la marine nationale. Oui, la marine nationale est chargée de défendre notre espace maritime et aussi défendre les eaux intérieures. Elle a aussi pour mission de contribuer à l'action de l'État en mer,
Quand on parle de l'action de l'État en mer, il y a plusieurs administrations qui interviennent. Donc la marine nationale intervient comme une force dans le cadre de l'action de l'État en mer pour aussi défendre les intérêts du Bénin et puis pour sécuriser tous les navires marchands qui viennent au port de Cotonou ou bien qui passent dans notre espace maritime. Il faut dire que nous venons de très loin parce qu'il y a quelques années, nous étions confrontés dans les eaux béninoises à des pirateries, à de l'insécurité, des attaques de tout genre, des trafics illicites, de la pêche illégale, non réglementée et non autorisée. Par la mise en œuvre de nos moyens que nous avons, et nous veillons, nous faisons de la veille optique, de la veille avec les moyens que nous avons, les moyens de surveillance que nous avons, et aussi par notre présence en mer. Donc nous pouvons dire que notre espace est sécurisé aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement de mon pays pour l'effort continuel qui est fait pour nous accompagner, pour nous soutenir dans le travail que nous faisons. Je dois vous dire que ces dernières années, nous avons reçu des moyens qui nous permettent d'exécuter les missions qui sont les nôtres. Je dois aussi vous préciser que depuis 2021, grâce à ces moyens que nous avons acquis, que le gouvernement a mis à notre disposition, nous n'avons plus eu d'attaque dans notre espace maritime. Donc c'est le lieu de souligner cela et je remercie encore une fois le gouvernement pour les moyens qu'ils ont mis à notre disposition. Mon message aussi à l'endroit du peuple, c'est d'abord de leur souhaiter bonne fête d'indépendance. 63 ans, c'est beaucoup, c'est peu, mais c'est beaucoup. Et donc, je souhaite une très bonne fête pour chaque citoyen de ce pays. Vous savez bien, la marine nationale, elle est chère. Ça demande beaucoup de moyens. Et nous avons besoin encore beaucoup plus de moyens. Donc nous souhaiterions que nous soyons soutenus, que nous ayons encore beaucoup plus de moyens pour pouvoir accomplir cette mission qu'on nous a confiée. Parce que nous avons l'obligation de sécuriser notre espace maritime qui est très important pour le développement économique de notre pays. Nous devons sécuriser près de la moitié du territoire terrestre. Cela demande beaucoup de moyens, beaucoup de vecteurs, c'est-à-dire beaucoup de bateaux et d'autres moyens pour pouvoir faire ce travail-là. Parce que si nous arrivons à sécuriser notre espace maritime, l'économie maritime béninoise va mieux se porter. Et donc l'économie nationale va aussi mieux se porter. Parce que vous devez savoir aussi que près de 90% des échanges commerciaux du Bénin passent par la mer. Et donc, si notre espace est bien sécurisé, le port autonome sera renfloué de beaucoup de bateaux. Et donc, c'est l'industrie maritime qui se développe. Et c'est bien pour le peuple béninois parce que nous allons avoir de l'économie à investir dans d'autres secteurs. Donc, nous avons besoin encore beaucoup plus de moyens pour pouvoir faire notre travail, pour pouvoir sécuriser notre espace maritime, pour que l'économie béninoise puisse mieux se porter pour le bonheur de tout le peuple béninois. Et dans le cadre de la célébration du 1er août 2023, nous vous annonçons que vous pourrez également suivre sur nos antennes à partir de 21h ce soir même, un magazine en une immersion à la base navale de Cotonou. C'est un magazine donc réalisé par William Sanusi et Moufid Sabouran. Une journée avec les marins pour voir comment ils travaillent pour garantir la sécurité des eaux béninoise. C'est un programme qui s'inscrit
comme je vous le disais, dans un programme spécial de Canal 3. Canal 3 vous propose donc beaucoup d'autres rendez-vous, comme vous pouvez déjà le voir à travers l'affiche de la réalisation déjà lundi, c'est-à-dire demain 31 juillet 2023, un entretien exclusif avec le substitut du chef d'état-major général des armées. Ce sera à 21h heure de Cotonou. Et le mardi 1er août, jour de l'indépendance même, vous aurez d'abord à partir de 7h30 une émission spéciale 1er août 2023 et le soir totalement à partir de 21h une émission dénommée Jeunesse et indépendance du Bénin. Le mercredi 2 août, un magazine en immersion de bataillon de transmission et à partir toujours à 21h heure de Cotonou. Le jeudi 3 août 2023, vous aurez un magazine dénommé La vie après l'armée cas du général Bio Nengui. Ce sera toujours à la même heure, c'est-à-dire à 21h. Et enfin, le vendredi 4 août 2023, toujours à 21h, vous aurez une émission spéciale sur l'indépendance financière des pays africains. Autre volet de l'actualité au Bénin, je vous le disais dans le titre, la période d'essai établie pour la mise en œuvre du Code foncier arrive à terme le 14 août 2023. À quelques jours donc de l'application de cette réforme, l'Association nationale des communes du Bénin se penche sur la question. C'était à la faveur de la première session ordinaire de sa commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et le climat au titre de l'année 2023. Les détails, Narcisse Alossé. Je voudrais comprendre. L'inquiétude enfle au sein des populations au fur et à mesure que le moratoire accordé par l'État pour la pleine application de la loi sur le Code foncier en République du Bénin tire à sa fin. Face à cette situation, l'Association nationale des communes du Bénin soumet la question aux membres de sa commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat pour leur première session de l'année. À quoi donc s'attendre dans les jours, semaines et mois à venir en matière de foncier dans les communes? Quel rôle les communes doivent jouer dans la gouvernance foncière? Voilà autant d'interrogations qui nous préoccupent en tant qu'autorité locale et qui hantent nos mandats. C'est donc pour trouver réponse à ces préoccupations que la présente session a été organisée par le président de la NCB. Une session qui permettra aux participants d'échanger autour des rôles et attributions des divers acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des transactions foncières qui vont prévaloir dans la gouvernance foncière à partir du 14 août 2023. Cette loi prévoit qu'à cette date, les communes ne peuvent plus affirmer les transactions foncières telles que cela se faisait par les conventions. Et désormais, donc, toute transaction foncière doit être affirmée par les notaires. Parallèlement à cette loi, les participants ont abordé au cours des 2 jours de travaux la question du fonctionnement des organes locaux de gestion foncière qui souffrent de financement. Pour pallier à ça, on a essayé de regarder les opportunités qui existent. Donc, notamment, nous avons fait le tour pour voir les frais de délivrance que payent les requérants à l'occasion de la demande de l'ADC. Et ça, c'est une procédure qui fait intervenir non seulement la mairie, mais la COGEF et la SVGF. C'est pour ça que nous avons proposé une clé de répartition qui a fait l'objet du change. Et tout ça, ça va permettre à ces organes de fonctionner. Parce que le fait que ces organes ne fonctionnent pas fait que les membres sont de temps en temps amenés donc, à rançonner les requérants où le travail est bloqué, ce qu'on leur demande est bloqué. Et il y a beaucoup de prestations que la mairie n'arrive pas donc à fournir. En somme, finir avec ce dysfonctionnement pour une économie locale beaucoup plus compétitive. Les membres de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'ANCB satisfont ainsi à cette obligation statutaire de la session dont la deuxième est prévue pour se tenir avant la fin de cette année. Eh bien, d'une commission thématique à une autre au niveau de l'ANCB, celle qui a en charge
de la formation et le renforcement des capacités est en session aussi ordinaire depuis jeudi à Lokossa. Il s'agit pour les membres de réfléchir pendant 2 jours donc pour proposer des innovations et des motivations aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la réforme sur la décentralisation au Bénin. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale. On retrouve Narcisse Alossé. Quelle motivation pour les acteurs de l'administration communale à l'ère de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation? La réponse à cette interrogation a fait mobiliser autour de cette table ici à Lokossa les membres de la commission thématique formation et renforcement des capacités de l'Association nationale des communes du Bénin. Il se trouve que cette réforme est exigeante. Elle attend beaucoup de résultats des différents acteurs, mais comme on le dit trivialement, après l'effort, le réconfort. Nous nous rendons compte que ce volet des motivations n'est pas toujours pris en compte suffisamment au titre de cette réforme-là. Si vous constatez aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui sont restés en rade. Certains même sont en fait tirés dans le fichier, mais aujourd'hui ne sont pas des responsables, alors que déjà par le passé, c'était déjà des chefs de service ou des directeurs. Aujourd'hui, qu'ils ne soient pas chefs, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et donc il est important pour nous de réfléchir au mécanisme de leur motivation et voir dans quelle mesure il faut les impliquer davantage dans la gestion pour optimiser un peu les résultats qui sont recherchés au niveau de nos communes. Optimiser les résultats et pendant 2 jours, ces participants qui sont des élus communaux, des secrétaires exécutifs et cadres des ministères sectoriels auront à réfléchir aux mécanismes de motivation de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette jeune réforme dans le secteur de la décentralisation. Donc le ministre de la décentralisation est tellement content de cette initiative et a souhaité maintenant que nous soyons à vos côtés afin que les fruits de vos réflexions puissent nous permettre tous quand même de voir dans quelle mesure on pourrait quand même accompagner cette jeune réforme qui est en cours afin que l'objectif maintenant escompté soit atteint. Cet objectif n'est rien d'autre qu'un véritable développement à la base au niveau de nos collectivités décentralisées. Le développement à la base attendu d'une réforme qui depuis plus d'1 an a changé le format de fonctionnement des collectivités territoriales avec l'installation des organes techniques chargés surtout de mobiliser des ressources propres aux communes. Les résultats des réflexions de ces assises, eux, seront soumis au bureau de l'NCB qui en débattra avec l'État central. Et puis une interrogation dans cette édition, comment détermine-t-on le statut d'un apatride au Bénin? La question fait l'objet d'un atelier de formation de 3 jours qui se tient à Grand Popo dans le département du Mono. Les participants, ce sont les membres de la Commission nationale chargée des réfugiés et de l'apatride, une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Autour de cette table, les membres composant la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides. Ils sont ici à l'école de la procédure de détermination du statut de l'apatride. Une formation spéciale selon les initiateurs. Elle est spéciale de 2 points de vue. D'abord par la qualité des formateurs, mais aussi par rapport à la thématique, l'apatridie, qui est une thématique nouvelle que nous allons essayer avec l'appui des formateurs de découvrir, de décortiquer. Je ne peux qu'être heureux puisque les annales, les archives de la Commission nationale chargée des réfugiés vont retenir cette date. Date mémorable pour le Bénin qui, depuis plus d'1 décennie, s'est engagé contre toute situation d'apatridie. En 2022, le pays s'est doté de 2 lois majeures qui sont venues renforcer son plan d'action. Des efforts soutenus par le Haut Commissariat des réfugiés. Comme vous le savez, les guerres, le terrorisme, l'extrémisme violent et autres conflits nous imposent d'énormes défis de protection qui ne sauraient être surmontés sans aucun cadre juridique approprié. La mise en place de mécanismes de détermination de l'apatridie
vient en complément à la détermination du statut de réfugié et renforce le système national d'asile et d'apatridie au Bénin. Le renforcement de ce système national passe par la maîtrise de la procédure de détermination du statut de l'apatride de cet atelier de formation. 3 jours durant, les participants seront entretenus sur ce mécanisme par des experts nationaux et internationaux pour mieux comprendre le concept. Si hier, le vide juridique pouvait être un fallacieux prétexte pour ne pas traiter des demandes de statut d'apatride, je vous prie de retenir qu'aujourd'hui, ces prétextes s'envolent avec la présente formation. Fournir une protection efficace aux apatrides et leur garantir le droit à une nationalité sont 2 composantes complémentaires d'un même objectif. Celui de garantir un monde où tous les citoyens vivent dans la dignité avec la pleine jouissance des droits de l'homme. Un apatride étant toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Et puis la page religion de ce journal après l'édition 2022 dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin, la fondation Malé Rosso a organisé vendredi à Cotonou ici même une séance de prière à la mosquée centrale de Zogboré. Objectif implorer la bonté divine sur la nation béninoise et surtout remercier la fondation Claudine Talon pour ses actions sur le plan sanitaire au Bénin. Le point de cette séance de prière avec Hugues Vignigbe, les Rousseau-Bello. Les musulmans sont nombreux à se déplacer à la mosquée centrale de Zogboré ce vendredi. Si cette mobilisation n'a rien d'extraordinaire, le 5e jour de la semaine étant connu pour être jour de culte à la mosquée de la communauté musulmane. La prière de cet après-midi a un sens particulier. Nous devons remercier Dieu parce que tous les présidents des institutions qui étaient avec nous en 2022 sont encore là. Le deuxième sujet, ça concerne la première dame. Je parle de notre très chère maman, Claudine Talon. Sa fondation fait beaucoup de choses. Il y a des malades qui n'ont pas de soutien. Elle a ramené des spécialistes pour les guérir. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui comme invocation qu'elle accepte et de protéger notre maman, première dame, et nous protège notre pays et Bénin aussi, et tous les musulmans, que Dieu nous garde, que donne la longévité. Cette séance de prière a été également pour l'honorable Yacoubou Malé Rossou l'occasion de confier les manifestations entrant dans le cadre de la fête du 1er août à la Providence. Il prend déjà rendez-vous avec la communauté musulmane pour l'année prochaine. Nous demandons à Dieu à ce que cette fête de 63e anniversaire ait lieu dans les meilleures conditions. Amen. Et en 2024, ça serait les mêmes choses. Comme à l'accoutumée, la prière de cet après-midi a été suivie d'un moment de partage avec les enfants. D'une prière à une autre, la préservation de la paix dans notre pays et surtout la protection de nos dirigeants par Dieu préoccupe un autre réseau. Il s'agit du réseau ministériel d'intercession pour la nation. Ce regroupement des pasteurs et des fidèles, comme à son habitude, a organisé une prière pour la nation afin d'invoquer la bonté de Dieu sur le Bénin. Regardez. D'intenses moments de prière à la maison des jeunes d'Apromisriti. Cette convention de prière est organisée par le réseau ministériel d'intercession pour la nation pour remercier Dieu pour ses bienfaits pour le Bénin et pour qu'il continue à protéger, assister et inspirer les dirigeants, notamment le chef de l'État, les présidents d'institutions et tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la stabilité et au rayonnement du pays. Merci Seigneur. Rends grâce à l'Éternel. Dis merci au Seigneur. Celui qui dirige. Patrice Talon. Patrice Talon. Institution de la République. Olivier Bocon. Olivier
Boka. Conduits par le pasteur Alain Tonkpin, ces hommes de Dieu sont mus par la préservation de la paix, de la concorde et d'un vivre ensemble apaisé, surtout que le Bénin entame sa marche vers 2026, une année à grands enjeux électoraux. C'est la Bible même qui a demandé de prier pour que la paix puisse régner éternellement dans le pays. Donc c'est ce que nous sommes arrivés à faire ce matin. Vous saviez qu'en 2026, nous aurons une élection tellement qui n'a pas eu lieu au Bénin. 3 élections ensemble. Élection communale, élection législative et l'élection présidentielle. Donc c'est pour la première fois. Donc nous avons demandé de commencer nos prières dès maintenant et prier pour le pays pour que le Bénin commence par régner. Que Dieu prenne contrôle de toutes choses jusqu'en 2026. Pour qu'en 2026, l'international puisse dire « Ah, le Bénin vient de gagner une fois encore ». La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Ça veut dire que Dieu est toujours là, apte, prêt à travailler pour le Bénin. Il n'est pas encore fatigué. Il est toujours là à relever le Bénin. Dieu nous a également exhortés à travers le livre de 1 Timothée à prier continuellement pour les gouvernants, à prier continuellement pour tout le peuple béninois, afin que nous puissions vivre dans la paix, la quiétude et la piété. Pour cette convention de prière pour la nation, le réseau ministériel d'intercession pour la nation a eu à ses côtés de nombreux citoyens qui partagent son initiative. Vous savez ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu le fait à travers la prière, à travers les invocations. Et nous sommes ici pour prier avec le RMI pour tout ce qui se fait pour notre pays, pour que Dieu puisse inspirer davantage les autorités à divers niveaux à partir de son président et de tous ses collaborateurs. Partout où il y a la paix, nous sommes là. Parce que la paix, c'est le début des choses. C'est le fondement des choses, la paix. Après cette étape, les cellules communales du réseau ministériel d'intercession pour la nation vont prendre le relais de cette prière pour le bien-être de la nation béninoise. Prière et adoration à Dieu, l'Église évangélique La Divine Solution en a fait de même. Organisé par ses responsables, l'événement a été un véritable moment de réconciliation des fidèles avec le Tout-Puissant. Les détails avec Imet Hélène Amonson. Le culte est venu clôturer une longue période d'activité spirituelle à l'église évangélique La Divine Solution. Pendant 7 jours, les fidèles ont prié et chanté, puis invoqué le Tout-Puissant. Cette deuxième édition du festival de prière, selon les organisateurs, a été bénéfique à la communauté. Au cours de ce festival, des miracles et des miracles se sont produits. Moi, je suis content d'avoir participé à ce festival de miracles. C'est un festival qui a permis le début d'une réconciliation effective des chrétiens avec Christ. Et je prie que les miracles qui se sont produits ici deviennent des acquis définitifs pour chacun. On dira que ce programme est un programme amplement réussi et le peuple de Dieu est sorti. Nous n'allons pas occulter la main de Dieu que nous avons vue. Nous n'allons pas occulter la clémence divine qui nous a fait voir un ciel clément durant tout le programme. Placée sous le thème Dieu de miracles, cette rencontre à caractère religieux a connu la participation de fidèles venus d'ici et d'ailleurs. Le programme élaboré pour la circonstance a prévu des séquences d'enseignement ainsi que des séances de prière en vue de délivrer les enfants de Dieu des diverses situations qui entravent l'évolution des uns, le bonheur et l'épanouissement des autres. Au terme de ce grand moment d'évangélisation, les fidèles confirment ici que les attentes ont été comblées. Je viens de passer une semaine en prière avec le Seigneur et ça me donne de la joie. Et je suis déjà convaincu que l'Éternel a exaucé mes prières. Vraiment, ici, le Dieu de miracles, il a exercé beaucoup de choses dans nos vies. Moi particulièrement, j'ai reçu une grande guérison, ma petite famille aussi. Et je dirais même que je suis vraiment délivré et parce que j'étais vraiment ému par certaines situations dans lesquelles j'étais. Mais au fil du temps que la prière a démarré, vraiment, je suis vraiment content.
Maou dren lo tonton nous bo mais les mon nous jiu teme do pa nous maou na nous maou wa do miton mi do pa nous aklu no do ali don le o mais les ici mais makotu Jésus a gege wa ici mi do pa nous aklu no ali don de mo gan mo ro po mais maou rien son bona mais maou tout canal o mi do pa nous maou mo le do pa nous. Très attendu pour démontrer une fois encore son amour pour les humains, Dieu s'est effectivement manifesté. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, les responsables de l'Église donnent déjà rendez-vous aux fidèles pour une prochaine édition plus réussie. Et pour boucler, qu'il vous souvienne, le mercredi 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum du Niger a été renversé à la faveur d'un coup d'État perpétré par un groupe de militaires issus de sa propre garde républicaine. Loin de Niamey, la diaspora du Niger vivant à Cotonou a vécu ces événements avec beaucoup d'attention. La rédaction de Canal 3 Bénin a rencontré l'un des responsables de cette communauté au Bénin. Voici la réaction du président du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin. Les événements, on les a vécus comme tout le monde l'a vécu, mais seulement peut-être que ça nous touche beaucoup plus que les autres. Et de toute façon, un coup d'État dans tout le monde, je n'ai pas vu un coup d'État qui a été une fois apprécié. Toutes les condamnations qui sont en train d'être faites par rapport à ce coup d'État ne sont que des principes. Donc, on a entendu beaucoup de condamnations au niveau international. Surtout la France. Je ne sais pas pourquoi la France est allée jusqu'à dire que le coup d'État est dangereux pour le Niger, pour les Nigériens et pour la région. Je ne sais pas s'il s'apprête à embraser l'Afrique de l'Ouest ou bien quoi, parce que je ne vois pas pourquoi un coup d'État est dangereux pour toute une région. Si ça dépasse les frontières de là où ça a été produit, là, on reste à savoir pourquoi il est en train de dire cela, on ne sait jamais. Mais tout ce qu'il y a aujourd'hui, nous, en tant que Nigériens, nous voudrons seulement que le président maintenant qui est là, le président de la junte qui est là, il faut qu'il ait le soutien de tous les Nigériens. Donc nous, Nigériens de la diaspora, on s'apprête même à sortir pour le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin aujourd'hui de déchirement dans le pays. Parce que déjà, l'armée est unie. Est-ce que c'est à nous d'aller diviser l'armée? Ça ne sert à rien de couler le sang au Niger. Il est là. Mais accompagnez-le pour voir exactement qu'est-ce qu'il peut faire lui aussi. Parce que le Niger a déjà des problèmes d'insécurité. Et vous le savez dans son discours, dans sa déclaration, c'est ce qu'il avait dit. Il a parlé de l'insécurité. Aujourd'hui, tu vas au Niger, toi de la région de Tillabéri, par exemple, tu ne peux même pas aller dormir chez toi. Donc il faut que tu reviennes. Tu vas à la journée, il faut revenir dormir à Niamey. Donc c'est des choses étranges qui sont en train de venir, que les Nigériens ne connaissent pas en réalité, qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc c'est pour cela que je le dis haut et fort et au nom de toute la diaspora nigérienne au Bénin, et je pense que c'est les mêmes idées un peu partout de la diaspora nigérienne au monde, que vraiment nous soutenons à 100% le chef de la junte, et nous allons l'accompagner vraiment, c'est-à-dire que avec tous les moyens que nous avons, nous allons l'accompagner pour qu'il arrive au moins à atteindre son but. Alors, vous pensez qu'avec la junte maintenant qui est au pouvoir, les problèmes d'insécurité auront une solution durable? Mais s'il est venu, c'est pour cela qu'il est là. C'est pour vraiment l'insécurité. Donc, il va faire de son mieux. L'essentiel aujourd'hui, pourquoi il est venu, il n'a qu'à aller d'abord au front. On va voir d'abord ce qu'il veut faire. Mais accompagnez-le d'abord pour qu'il arrive. Parce que si on ne l'accompagne pas, il ne peut pas arriver.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dire qu'il est venu aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, on va dire que c'est fini au Niger, il n'y a plus d'insécurité, les djihadistes sont partis. Les djihadistes, ils sont là, ils sont là depuis très longtemps. Ceux qui les arment ou bien quelque chose comme ça, ils sont aussi là avec nous au Niger. Donc il faut tout ça, il faut avoir vraiment ces moyens-là forts et puis voir exactement. L'essentiel aujourd'hui, c'est de répondre oui à la nation. Vraiment, les déclarations du président français, je pense qu'il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, parce que ce qu'il est en train de dire là, je ne sais pas si le Niger est une région d'outre-mer française, ou bien je ne sais pas quoi, pour dire que le coup d'État, il est dangereux pour le Niger, pour les Nigériens et pour la région. Ce que je ne comprends pas, veut-il venir embraser la région ou bien quoi? C'est-à-dire que le Niger n'est qu'un pays indépendant. Donc, s'il veut traiter avec la France, le Niger va continuer avec la France. Sans gêne, on n'a jamais refusé de dire qu'on n'a pas choisi de partenaire. Tout celui qui veut travailler avec le Niger, il est libre de travailler avec le Niger. Mais je ne vois pas cet acharnement-là contre le Niger. C'est ce que je ne comprends pas. Et c'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.